Je m'appelle Nathalie. J'ai 27 ans. Et le jour où ma fille est née fut le jour où j'ai finalement compris que certaines personnes peuvent vous regarder en face, vous entendre supplier, et tout de même choisir une fête plutôt que votre douleur. J'étais dans un lit d'hôpital à Houston, tremblante à cause d'un travail prématuré qui avait commencé 6 semaines trop tôt. Quand j'ai passé l'appel, je pensais honnêtement qu'aucun père ne l'ignorerait. J'ai dit que j'avais besoin de lui là-bas. J'ai dit que le bébé arrivait en avance. J'ai dit que j'avais peur. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, le genre de pause qui vous donne la réponse avant même que les mots ne sortent. Puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas partir car la fête au bord de la piscine de ma sœur commençait déjà. Il a dit que les gens arrivaient. Il a dit que j'étais entouré de médecins. Il a dit que ce n'était qu'un bébé. Et que cette fête était plus importante pour l'instant. Quelques heures plus tard, ma petite fille est venue au monde, trop petite, trop tôt, et luttant pour respirer. Ils l'ont emmenée directement en unité de soins intensifs néonatales avant que je puisse même la tenir correctement. J'étais encore allongé là, seul, engourdi de la taille aux pieds et vidé de l'intérieur, de la poitrine jusqu'à la gorge, quand j'ai vu la photo qui a glacé quelque chose en moi. Pendant que je fixais des moniteurs et signais des formulaires que je pouvais à peine lire, mon père souriait au bord d'une piscine, un verre à la main, comme si c'était juste un autre parfait après-midi d'été. Cela aurait dû être le moment où j'aurais coupé les ponts avec lui pour toujours. Ce ne fut pas le cas. Pas encore. Mais ce fut le moment où j'ai arrêté de lui trouver des excuses. Et des années plus tard, quand il est revenu en demandant à voir la petite fille qu'il avait autrefois traitée comme un inconvénient, il a découvert que je n'étais plus la femme qu'il pensait pouvoir abandonner. Avant de vous dire ce qu'il voulait de moi et pourquoi je lui ai fait regretter ce jour pour le reste de sa vie, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire peut porter. Ma fille est née à 14h47 un jour d'août caniculaire à Houston. Après un travail de 8 heures, que j'ai passé principalement à essayer de ne pas paniquer. J'étais enceinte de 34 semaines et je travaillais encore aux urgences. Quand la première contraction a frappé si fort, j'ai dû m'agripper au poste des infirmières pour rester debout. Au début, je me suis dit que c'était des contractions de Braxton Hicks, ou de la déshydratation, ou n'importe quoi d'autre que le travail. Puis j'ai perdu les os par terre, devant 2 internes et une femme qui demandaient une couverture. Et soudain, il n'y avait plus moyen de faire semblant. Ils m'ont monté à l'étage. Quelqu'un m'a mis un bracelet. Quelqu'un d'autre a appelé l'obstétrique. Je me souviens des néons qui défilaient au-dessus de ma tête alors qu'on me poussait dans le couloir. Et je me souviens avoir attrapé mon téléphone avec des mains tremblantes parce qu'il y avait un appel qui, je le croyais encore, comptait. Quand il a répondu, j'ai dit, « Papa, j'ai des contractions. C'est en avance. J'ai besoin de toi ici. » Il y a eu une pause, pas d'inquiétude, pas de peur. Une pause comme si j'avais interrompu quelque chose de gênant. Puis il a dit, « Maintenant ?» J'ai dit, « Oui, maintenant. » Elle arrive 6 semaines en avance. Il pense qu'elle pourrait avoir besoin de l'unité de soins intensifs néonatales. S'il te plaît, viens. Je peux encore entendre le soupir qu'il a poussé. La fête de piscine de Cassidy, c'est aujourd'hui, Nathalie. Les gens sont déjà en train d'arriver. J'ai fermé les yeux et senti une autre contraction me déchirer. Papa, j'ai dit, j'accouche de ta petite fille. Il a baissé la voix, comme le font les gens quand ils pensent être raisonnables. Tu es à l'hôpital. Tu es entouré de médecins. Cassidy n'a qu'une seule journée comme celle-ci. Puis il a prononcé la phrase que j'ai ressassée dans mon esprit pendant des années. Ce n'est qu'un bébé pour l'instant. La fête est plus importante en ce moment. Tu iras bien. J'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas supplié à nouveau. J'ai juste mis fin à l'appel. L'infirmière à côté de moi a regardé mon visage et a demandé doucement si elle devait appeler quelqu'un d'autre. J'ai dit non, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Derek avait disparu le jour où je lui avais dit que j'étais enceinte. Ma mère était partie depuis 3 ans et le seul parent qui me restait venait de choisir la crème solaire et les cocktails plutôt que moi et mon enfant. Ma fille est venue au monde, minuscule et furieuse. 1,8 kg et quelques cris désespérés. Et pendant une seconde belle et brisée, j'ai vu son visage avant qu'on ne l'emporte. Elle avait un petit pli entre les sourcils, comme si elle était déjà peu impressionnée par cette planète.
Puis la pièce a changé. Il y avait trop de mains, trop de voix, trop de mouvements autour de quelqu'un de si petit. Un médecin s'est penché sur moi et a dit qu'il l'emmenait en soins intensifs néonatales parce qu'elle respirait mais avec difficulté. Je n'arrêtais pas de demander si elle était vivante. Personne n'a répondu à la question la première fois, car ils étaient occupés à la sauver. Ils m'ont roulé en salle de réveil 1 heure plus tard. Pas de fleurs, pas de famille, pas de père dans la salle d'attente, pas d'homme faisant les 100 pas dans le couloir. Juste moi dans un lit, fixant un mur vert pâle, engourdi de la taille aux pieds et endolori partout ailleurs. Puis mon téléphone s'est allumé. Cassidy avait texté « Félicitations, sœurette. Papa a dit que le bébé va bien. Désolé de ne pas avoir pu venir. La fête est dingue aujourd'hui. » Il y avait un emoji qui rit à la fin. En dessous, il y avait une photo qu'elle avait postée dans sa story. Elle était sur une bouée dans la piscine, souriant à l'appareil photo avec un maquillage parfait. Derrière elle, mon père se tenait près de la table de patio en lunettes de soleil, souriant avec un verre à la main, comme s'il n'avait pas une fille à l'étage dans un lit d'hôpital et une petite fille dans un incubateur luttant pour respirer. L'horodatage indiquait 15h02, soit 15 minutes après la naissance de ma fille. J'ai retourné mon téléphone et je me suis enfin laissé pleurer. Pas fort, pas de façon dramatique, juste le genre de pleurs qui donne l'impression que votre corps fuit le chagrin par tous les pores possibles. Une infirmière de l'unité de soins intensifs néonatal est venue ce soir-là et m'a demandé si j'avais déjà choisi un nom. J'ai dégluti difficilement et j'ai dit « Reine ». Elle a souri et a dit que ça lui allait bien. Puis elle m'a demandé si je voulais qu'on me descende en fauteuil pour voir mon bébé. J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini sa phrase. Ils m'ont fait passer 2 portes de sécurité pour entrer dans une pièce remplie de machines et d'espoirs fragiles. Ma fille était dans un incubateur en plastique transparent avec des fils sur sa poitrine et le plus petit bonnet tricoté que j'ai jamais vu. J'ai passé ma main par l'ouverture et j'ai touché ses doigts. Elle les a enroulés autour du bout du mien comme si elle savait déjà que j'étais tout ce qu'elle avait. Je me suis penché et j'ai murmuré « Je suis là, bébé. Je ne pars pas ». Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point cette promesse deviendrait coûteuse. Mais je la pensais de tout mon être. Et à partir de ce moment, que quelqu'un se présente pour nous ou non, j'allais la tenir. Reine a passé 11 jours en unité de soins intensifs néonatales. Et chacun de ces jours a effacé une autre couche des illusions que j'avais encore sur ma famille. Les infirmières étaient gentilles de cette manière efficace et épuisées que seules les infirmières de soins intensifs néonatales peuvent avoir. Elles m'ont appris à la nourrir avec une seringue quand elle était trop fatiguée pour téter. Elles m'ont montré comment glisser ma main sous son dos sans perturber les moniteurs. Elle célébrait chaque gramme qu'elle prenait comme si c'était un miracle. Et pour moi, ça l'était. Je vivais dans une boucle étrange de tirage de lait, de lavage de pièces, de signature de formulaires, de pose au médecin des mêmes questions avec des mots légèrement différents. Et de contemplation de la montée et de la descente de sa petite poitrine jusqu'à ce que ma propre respiration s'accorde à la sienne. J'ai été autorisé à sortir avant elle, ce qui semblait cruel d'une manière dont personne ne vous prévient. Ils m'ont donné des papiers, des analgésiques et des instructions pour me reposer. Me reposer. Comme si une mère pouvait rentrer chez elle et se reposer pendant que son enfant reste derrière une porte verrouillée sous des néons. Alors je restais aussi longtemps qu'il me le permettait chaque jour, puis je rentrais dans un appartement silencieux que j'avais imaginé lui faire découvrir avec des ballons, des photos et cette joie stupide de nouvelle maman. Au lieu de cela, je rentrais à la maison pour trouver un berceau assemblé, des cadeaux de naissance non ouverts et un sac à langer que j'avais préparé pour une naissance normale. Pas pour ça. Mon père est venu le 4e jour. Je sais que c'était le 4e parce que j'avais commencé à mesurer le temps en niveau de bilirubine, en assistance respiratoire et en fonction de si la sonde d'alimentation de Reine avait été déplacée. Il est arrivé dans un polo qui sentait encore légèrement le chlore et l'eau de Cologne chère. Il s'est arrêté à l'entrée du box de l'unité de soins intensifs et avait l'air mal à l'aise, comme si la pièce elle-même l'accusait de quelque chose. Elle est vraiment petite, a-t-il dit. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le médecin dit que oui, lui ai-je répondu, si elle continue de s'améliorer. Il a hoché la tête, les mains dans les poches. Bien, bien. Puis, après quelques secondes, il a dit, Cassidy voulait que je te demande si tu as besoin de quelque chose de la maison. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était une phrase si parfaite. Pas as-tu besoin de quelque chose, mais Cassidy voulait que je demande.
Même ici, avec ma fille sous moniteur, je gravitais toujours autour de sa commodité. J'ai dit non. Il a fait 2 pas prudents vers l'incubateur, a jeté un coup d'œil à l'intérieur comme s'il inspectait l'enfant de quelqu'un d'autre, puis a demandé si j'avais demandé une pension alimentaire à Derek. C'était la première question pratique qu'il m'a posée après que j'ai accouché. Pas comment vas-tu? Pas as-tu dormi? Pas as-tu besoin d'aide? Mais pension alimentaire. Je lui ai dit que je m'en occupais. Il a dit le bien et a jeté un œil à sa montre. Il est resté 22 minutes. Oui, j'ai compté. Quand toute votre vie explose, vous comptez des choses étranges. Les minutes, les grammes, les SMS sans réponse. Les jours depuis que quelqu'un vous a demandé si vous alliez bien en le pensant vraiment. Après son départ, une des infirmières m'a apporté une tasse de café et m'a dit « Ma chérie, cet homme n'est pas digne de toi. » J'ai souri parce que je ne me faisais pas confiance pour parler. Mes collègues des urgences sont venus plus souvent que mon père. L'un m'a apporté des vêtements propres. Un autre a laissé des lasagnes dans mon frigo. Mon infirmière en chef s'est assise avec moi pendant sa pause déjeuner et m'a aidé à remplir les formulaires de congé parce que mon cerveau était comme du papier mouillé. Le 7e jour, le docteur Fiona Webb, qui m'avait supervisé plus de fois que je ne pouvais compter et n'avait jamais été sentimental pour quoi que ce soit, est venu de la banlieue juste pour s'asseoir à côté de moi dans l'unité de soins intensifs et dire « Tu ne devrais pas avoir à faire ça seul. » J'ai regardé Reine à travers la paroi de l'incubateur et j'ai dit « Je fais les choses seule depuis longtemps. » Elle a tendu la main, m'a serré l'épaule et a dit « Alors que ce soit la dernière chose que tu fasses sans un vrai soutien. » Je voulais la croire. Vraiment. Mais j'avais déjà commencé à comprendre quelque chose que je mettrais des années à admettre pleinement. Certaines familles ne vous abandonnent pas en un seul moment dramatique. Elles vous entraînent lentement à en attendre de moins en moins, jusqu'à ce que l'abandon semble simplement être la prochaine étape logique. Reine est devenue plus forte. Son oxygène a été retiré. Elle a appris à finir ses biberons sans se fatiguer. Le 11e jour, une infirmière l'a placée dans mes bras et m'a dit « Elle est prête à rentrer à la maison. » Cela aurait dû être une phrase magique. C'était magique. C'était aussi terrifiant. J'ai attaché ma fille dans un siège auto si petit qu'il avait l'air faux. Je l'ai portée à travers le hall de l'hôpital avec une main sous sa tête et mon sac sur l'épaule. Personne ne nous attendait au bord du trottoir. Personne n'a pris de photos. Personne n'a dit « Bienvenue à la maison, Reine ». La chaleur d'où m'a frappé le visage lorsque les portes se sont ouvertes, et je me souviens avoir pensé que le monde avait l'air offensivement normal pour un jour qui semblait si immense. Je l'ai mise sur la banquette arrière, je me suis mise au volant et je suis restée assise là, les 2 mains agrippées au volant pendant qu'elle faisait de petits bruits de nouveau-né derrière moi. J'avais 27 ans. Mon corps me faisait encore mal. Mon compte en banque était mince. Le père de mon enfant était parti. Mon propre père avait clairement montré où je me situais. Et pourtant, quand j'ai regardé dans le rétroviseur et vu ce petit visage, je ne me suis pas senti faible. Je me suis senti acculé. Oui, épuisé, absolument, mais plus forte que quiconque ne m'en avait jamais accordé le crédit. Je suis rentré chez moi en voiture et je l'ai porté seul dans cet appartement. Je l'ai allongé dans le berceau que j'avais monté seul pendant mon 3e trimestre. Puis je suis resté là à la regarder dormir et j'ai pris une décision si silencieusement que personne ne l'a entendue sauf moi. J'en avais fini d'attendre que les gens se transforment en la famille dont j'avais besoin. S'ils voulaient une place dans nos vies, ils allaient devoir la mériter. Et s'ils ne le faisaient pas, Reine et moi construirions quelque chose de mieux sans eux. La première année de la vie de Reine m'a presque brisé, mais elle m'a aussi rendu impossible à manipuler. Il y a quelque chose dans le fait de se réveiller toutes les 2 heures pour nourrir un prématuré, puis de se traîner au travail, puis de rentrer à la maison pour faire la lessive d'une main tout en tenant un bébé de l'autre. Qui consume toute la patience restante pour les gens qui ne se montrent que lorsque cela ne leur coûte rien. J'ai repris le travail trop tôt parce que je le devais. Les factures se moquent des traumatismes. Le loyer ne fait pas de pause parce que votre vie est devenue difficile. Je suis passé à un horaire brutal qui me permettait de partager la garde d'enfants avec une voisine retraitée que je payais en espèces et en gratitude. J'ai appris à faire la sieste assise. J'ai appris à manger une barre protéinée au-dessus de l'évier tout en stérilisant des biberons. J'ai appris à pleurer sous la douche où personne ne pouvait m'entendre, puis à en sortir en souriant parce que ma fille méritait une mère qui inspirait la sécurité.
Mon père a appelé quelques fois au cours de ces premiers mois. Les conversations semblaient toujours avoir lieu entre deux rendez-vous. Comment va le bébé? Bien. Tu as repris le travail? Oui. Cassidy dit que les prématurés rattrapent vite leur retard, donc c'est bien. Je ne l'ai jamais entendu dire « Je suis désolé de ne pas avoir été là ». Il a envoyé un éléphant en peluche pour le premier Noël de Ren. L'étiquette disait de Papy et Cassidy. Comme si cela couvrait quoi que ce soit. Il n'est pas venu en visite. Le jour du premier anniversaire de Ren, j'ai acheté un petit gâteau avec un glaçage jaune pâle et j'y ai mis une seule bougie. Elle était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, mais elle a applaudi quand je lui ai chanté la chanson et a étalé du glaçage sur ses propres joues comme si elle venait d'inventer la joie. J'ai attendu toute la journée un appel qui n'est jamais venu. Vers 20h ce soir-là, Cassidy a posté un carrousel de photos d'un brunch sur un toit avec la légende « Comportement d'anniversaire ». Je l'ai regardé pendant une longue seconde avant de réaliser qu'elle n'avait pas oublié l'anniversaire de Ren. Elle ne s'en était même pas souvenue. Ce fut le jour où quelque chose est passé de la douleur à la clarté. Mon père n'était pas un homme incompris. Il n'était pas dépassé. Il n'était pas mauvais avec les sentiments d'une manière inoffensive. C'était un homme qui avait passé des années à me traiter comme l'enfant qui comprendrait, l'enfant qui s'adapterait, l'enfant qui avait besoin de moi. Et parce que j'avais survécu, il avait confondu mon endurance avec une permission. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté d'envoyer des photos. J'ai arrêté d'envoyer des nouvelles par texto. J'ai arrêté d'appeler pour les fêtes. J'ai arrêté de jouer le rôle de la fille pour des gens qui n'avaient jamais traité la maternité comme sacrée quand il s'agissait de moi. Thanksgiving est arrivé. Je suis resté à la maison avec Ren et j'ai préparé de la farce en boîte, du poulet rôti et de la purée de pommes de terre pendant qu'elle tapait avec une cuillère en bois contre le plateau de sa chaise haute. Noël est arrivé. Je l'ai habillée en pyjama rouge et j'ai regardé de vieux films avec le son bas pendant qu'elle s'endormait contre ma poitrine. Mon père a envoyé un message le soir de Noël qui disait « J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les filles ». Je n'ai pas répondu. Il n'a pas relancé. Cela m'a tout dit. Quand vous disparaissez de la vie de quelqu'un et qu'il le remarque à peine, c'est une réponse. Quand Ren a eu 2 ans, notre monde s'était installé dans un rythme qui était difficile mais paisible. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Midtown, assez proche du travail pour que je puisse m'y rendre rapidement si nécessaire, et assez loin de mon ancienne vie pour que je puisse respirer. Je me suis inscrite à un programme de soins infirmiers avancés en ligne après que Ren se soit endormi. La plupart des nuits, j'étudiais avec son babyphone à côté de mon ordinateur portable et une tasse de café froid à portée de main. J'étais fatigué jusqu'à la moelle, mais je construisais quelque chose. Les appels de mon père se sont faits plus rares. Cassidy a envoyé un message me demandant si j'étais en colère contre la famille. J'ai répondu « Non, je vis juste ma vie ». Elle l'a lu et a envoyé un pouce levé. Personne d'autre n'a posé de questions. Personne ne s'est présenté à ma porte. Personne ne s'est battu pour nous. Pendant un certain temps, ça faisait encore mal. Puis un jour, ça ne l'a plus fait. Un jour, j'ai réalisé que la paix avait tranquillement pris la place de la déception. Il n'y a pas eu de révélation soudaine, pas de discours devant le miroir, pas de chanson dramatique en fond sonore. Juste un jeudi soir dans ma petite cuisine pendant que Ren coloriait à table et que je remuais des pâtes sur la cuisinière. Elle a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, tu es heureuse ». J'ai ri parce qu'elle semblait plus certaine que curieuse. J'ai dit « Oui, bébé. Je crois que oui. » Et je le pensais. Non pas parce que la vie était facile. Elle ne l'était pas. Mais parce que la douleur constante d'attendre d'avoir de l'importance avait enfin commencé à s'estomper. Je ne courais plus après l'approbation de mon père. Je n'essayais plus de faire en sorte que Cassidy s'en soucie. Je n'expliquais plus ma peine à des gens déterminés à ne pas la comprendre. J'élevais ma fille dans un foyer où personne ne la traitait comme un inconvénient. C'était la vengeance que je n'avais pas planifiée et que je n'avais pas encore pleinement nommée. Je créais le genre de vie qu'ils avaient supposé que je ne pourrais jamais construire sans eux. Et la belle chose, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais plus besoin qu'ils le voient. Ren avait 3 ans quand elle a commencé à poser des questions qui frappaient plus fort que n'importe quelle insulte que ma famille m'ait jamais lancée. Elle voulait savoir pourquoi la lune suivait notre voiture, pourquoi les toasts avaient meilleur goût coupés en triangle,
Pourquoi ses chaussures la faisaient courir plus vite si elle clignotait? Et un dimanche après-midi, alors que je lui démêlais les boucles après son bain, elle m'a regardé dans le miroir et a demandé « Est-ce que j'ai un grand-père ?» Cela m'a prise tellement au dépourvu que j'ai dû arrêter de la brosser. J'ai dit « Oui ». Elle y a réfléchi. Puis elle a demandé « Il est tout ?» J'ai dégluti et j'ai choisi mes mots avec soin, parce que les enfants méritent la vérité, mais ils la méritent en morceaux qu'ils peuvent porter. J'ai dit « Il vit ailleurs, bébé ». Elle a hoché la tête comme si cela suffisait et a demandé un autre t-shirt. Mais après qu'elle soit sortie de la salle de bain, je suis resté là, tenant la brosse à cheveux et fixant mon propre reflet, me demandant combien d'autres questions allaient venir et quelle version des réponses je pourrais supporter. À peu près à la même époque, la vie a commencé à s'ouvrir de manière que j'avais cessé d'attendre. J'ai terminé ma certification avancée et j'ai obtenu un poste d'infirmière en chef du côté de la maternité de l'hôpital. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais été la femme terrifiée seule dans l'une de ces chambres. Et maintenant, j'étais la voix qui aidait d'autres mères à traverser la peur, la paperasse, la douleur et le chaos des naissances inattendues. J'étais doué pour ça parce que je savais à quoi ressemblait l'abandon depuis le lit. Je savais à quel point il était important que quelqu'un reste. Puis Marcus est entré dans nos vies d'une manière si douce que j'ai presque manqué à quel point c'était important au début. Il était instituteur en 3e année et le frère aîné d'une des infirmières avec qui je travaillais. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'anniversaire dans un parc où Ren a passé 20 minutes à essayer de le convaincre que les canards aimaient davantage les biscuits salés si on les appelait d'abord par leur nom. La plupart des hommes soit feignaient la patience avec les mères célibataires, soit nous évitaient complètement. Marcus n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a juste parlé à Ren comme si elle était une personne et à moi comme si je n'étais pas brisé. Il a commencé à se manifester de petites manières. Une pizza après une mauvaise garde. Un café laissé devant mon appartement avant un examen. Assis par terre à aider Ren à construire un château en carton pendant que je pliais le linge. Il ne m'a jamais pressé. N'a jamais joué au sauveur. N'a jamais traité notre vie comme un projet caritatif. Un soir de pluie, après qu'il ait lu à Ren le même livre d'images 3 fois de suite, parce qu'elle insistait sur le fait que la chenille avait l'air plus triste quand c'était lui qui le lisait. Je me suis surprise à les regarder depuis l'embrasure de la porte de la cuisine avec un nœud dans la gorge. Pas un nœud de douleur, mais de guérison, le genre qui vient quand on réalise que son enfant apprend que l'amour peut avoir un son calme. Quand Ren a eu 4 ans, elle avait commencé à l'appeler mon Marcus de cette manière possessive de petite fille qui était à la fois drôle et terriblement douce. Il riait à chaque fois et disait qu'il était honoré. Je ne la corrigeais pas. Pourquoi l'aurais-je fait? Il avait gagné sa place, non pas avec de grands gestes, mais avec de la constance, de la présence, avec le genre d'attention que mon père avait toujours prétendu qu'il fournirait un jour, si le moment était mieux choisi. La vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. Nos samedis avaient des rituels, des pancakes le matin, des visites à la bibliothèque, parfois le musée des enfants si je prenais une garde supplémentaire et que je pouvais me le permettre. Le dimanche, nous allions à Herman Park et Ren courait jusqu'à ce que ses joues deviennent roses pendant que Marcus et moi étions assis sur un banc avec un café et parlions de choses sans urgence. C'était la première fois de ma vie d'adulte que la famille ressemblait moins à une source de blessures et plus à quelque chose que j'étais autorisé à construire intentionnellement. Et c'est là, bien sûr, que mon père est revenu. C'était un vendredi après-midi d'octobre. L'air s'était enfin un peu rafraîchi. J'étais rentré tôt parce que Ren avait un léger rhume et était recroquevillé sur le canapé sous une couverture, regardant des dessins animés pendant que Marcus coupait des fraises dans la cuisine. Quelqu'un a frappé à la porte. Pas de texto, pas d'appel. On a frappé. J'ai ouvert et il était là. Mon père avait l'air plus vieux que ses 57 ans, plus petit en quelque sorte. Ses cheveux étaient devenus plus blancs que dans mon souvenir. La confiance qu'il portait comme une chemise repassée lui avait échappé. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si je l'imaginais. Puis il a dit, Nathalie. Et juste comme ça, chaque vieille blessure dans mon corps a reconnu sa voix. Je suis sorti et j'ai presque refermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est raclé la gorge. Je voulais parler. De quoi? Il a regardé par-dessus mon épaule vers l'appartement comme s'il pouvait voir la vie à l'intérieur. De Ren, de nous, de combien ça m'a manqué. Ce mot m'a presque fait rire. Manquer.
Comme s'il avait été coincé dans les embouteillages, comme si les 4 premières années de ma fille étaient un barbecue familial auquel il arrivait en retard. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. Il a finalement dit la vérité. Cassidy a déménagé à Los Angeles au printemps. Elle n'appelle pas beaucoup. Elle est occupée avec sa propre vie. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Voilà. Pas de remords, pas de révélation. Une conséquence. La fille autour de laquelle il avait construit tout son monde émotionnel avait fait exactement ce que font les gens égoïstes quand ils n'ont plus besoin de vous. Elle était partie. Et maintenant, il se tenait sur mon seuil, essayant d'atteindre la vie de secours qu'il avait autrefois traitée comme facultative. Mon estomac s'est glacé. De l'intérieur de l'appartement, Ren a ri de quelque chose à la télé. Marcus a dit quelque chose de bas et de chaleureux depuis la cuisine. Mon père a entendu ses voix aussi. Son visage a changé. J'ai alors réalisé qu'il n'était pas venu préparer au fait que notre vie avait continué sans lui. Pas seulement survécu, mais prospéré. Et c'est là que j'ai su que je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il a commencé par le mot « s'il te plaît », ce qui m'aurait touché autrefois. S'il te plaît, Nathalie. Je veux juste une chance de connaître ma petite fille. Je l'ai regardé pendant un long moment et je me suis demandé s'il avait la moindre idée du ridicule de cette phrase venant de l'homme qui avait choisi une fête au bord de la piscine plutôt que sa naissance. Puis j'ai posé la seule question qui semblait honnête. Quelle petite fille? Il a cligné des yeux. J'ai fait un pas en avant et j'ai baissé la voix parce que je ne voulais pas que Ren entende quoi que ce soit à travers la porte. De quelle petite fille parles-tu? Celle que tu as ignorée à sa naissance parce que ton autre fille voulait des cocktails et des bouées? Celle que tu as vue une fois en soins intensifs néonatal pendant 22 minutes et pour qui tu n'es jamais vraiment revenu? Celle dont tu as oublié le premier anniversaire? Celle dont tu as laissé la mère saigner et seule dans un lit d'hôpital parce qu'une fête était plus importante? Son visage s'est crispé. Nathalie, je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. Ce mot a allumé un feu en moi si vite que j'ai presque souri. Une erreur, c'est de prendre la mauvaise sortie d'autoroute. Une erreur, c'est d'acheter du lait entier quand on t'a demandé du lait écrémé. Ce que tu as fait, c'était un choix. Plus d'une fois. Maintes et maintes fois. Il a ouvert la bouche, mais j'ai continué, car pendant des années j'avais avalé mes mots pour maintenir la paix. Et la paix ne m'avait jamais protégé. Tu ne peux pas débarquer maintenant et faire comme si tu avais perdu quelque chose par accident. Tu l'as donné. Tu te tenais au bord d'une piscine avec un verre à la main pendant que j'essayais de comprendre si ma fille allait vivre. Puis tu as laissé passer des années. Tu ne t'es pas battu pour nous. Tu ne t'es pas excusé. Tu n'as même pas remarqué quand j'ai arrêté d'appeler. Il s'est frotté le visage. Je pensais que tu avais besoin d'espace. J'ai ri alors. Un son sec et laid que je n'ai pas reconnu comme le mien. De l'espace? C'est comme ça que tu appelles le fait d'oublier l'existence de ta petite fille, sauf quand c'était pratique de la mentionner? Il a baissé les yeux. C'était le premier signe que j'ai jamais vu que la honte pouvait l'atteindre. Mais je ne l'ai pas laissé m'attendrir. La honte qui n'arrive qu'après la solitude n'est pas une évolution. C'est parfois juste de l'apitoiement sur soi-même sous un autre déguisement. Il a réessayé. J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Je veux arranger les choses. Avant que je puisse répondre, la porte derrière moi s'est entr'ouverte et la petite voix de Ren s'est fait entendre. Maman, ça va? Je me suis retourné immédiatement. Oui, bébé. Va t'asseoir avec Marcus. J'arrive tout de suite. Elle a jeté un coup d'œil autour de la porte vers mon père. Ses yeux, si semblables aux miens, ne montraient aucune reconnaissance, aucune chaleur, aucune histoire, juste une confusion polie. C'est qui? Le corps entier de mon père a changé quand il l'a vu. J'ai observé le moment exact où le fantasme dans sa tête est entré en collision avec la réalité. Il avait probablement imaginé un enfant courant dans ses bras parce que les liens du sang feraient le travail pour lui. Au lieu de cela, il y avait une fillette de 4 ans en pyjama renard qui le regardait comme un livreur. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai répondu pour lui. Personne d'important pour l'instant, bébé. Vas-y. Elle a hoché la tête et a disparu à l'intérieur. La porte s'est refermée avec un déclic. Mon père avait l'air comme si je l'avais giflé.
Bien, ai-je pensé. Maintenant, tu comprends au moins 1 centimètre de ça. Il a murmuré, elle ne me connaît pas. Non, j'ai dit, elle ne te connaît pas. Puis j'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne insupportable, parce que certaines vérités méritent de l'espace. Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. C'était la meilleure. Il n'y a pas de jalon à rattraper, j'ai dit. Tu ne peux pas revenir en arrière et la tenir quand elle était minuscule. Tu ne peux pas entendre ses premiers mots. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a coûté de nous maintenir à flot parce que tu ne t'es jamais assez soucié pour le demander quand ça comptait. Il a dégluti difficilement. Je m'en soucie maintenant. Je me suis approché. C'est exactement ça le problème. Tu t'en soucies maintenant parce que Cassidy a déménagé. Tu t'en soucies maintenant parce que la maison est devenue silencieuse. Tu t'en soucies maintenant parce que la fille que tu as choisie à ma place a arrêté de répondre au téléphone et que soudain tu t'es souvenu que tu en avais une autre. Il a tressailli. Je ne l'avais jamais vu tressaillir auparavant. Pas quand ma mère est morte. Pas quand Derek est parti. Pas quand je lui ai dit que Ren était en soins intensifs néonatal. Mais cette phrase a fait mouche. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait se mettre en colère. C'était sa réaction habituelle quand il était acculé. Mais au lieu de ça, il avait l'air fatigué. Le genre de fatigue qui vient quand on se voit enfin clairement. Je mérite ça, a-t-il dit doucement. Oui, j'ai dit. Tu le mérites. Il a regardé vers le parking, puis de nouveau vers moi. J'ai été beaucoup seul cette année. Je sais que ça peut paraître égoïste de dire ça. Ça l'est, je lui ai dit. Il a hoché la tête. Je mérite ça aussi. Puis, à ma grande surprise, il a dit, j'ai attendu que tu appelles. Je pensais que tu finirais par te calmer. Tu le faisais toujours avant. Je l'ai dévisagé. Voilà. Le cœur du problème. Il avait fondé tout son traitement envers moi sur une seule supposition. Que j'absorberais. Que je plierais. Que peu importe combien de fois j'étais mise de côté, je reviendrais et faciliterais à nouveau la relation. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était un droit qu'il s'arrogeait. J'ai dit, tu as construit toute une vie autour de l'idée que je continuerai à pardonner ce que tu n'as même jamais admis avoir fait. Il n'a pas nié. La porte d'entrée s'est rouverte, mais cette fois, Marcus est sorti et s'est tenu juste dans l'encadrement. Il n'a pas pris de pause, n'est pas intervenu. Il se tenait juste là, dans un simple t-shirt, avec du jus de fraise sur une main après avoir coupé des fruits pour mon enfant. Et quelque chose dans cette image a frappé mon père comme un autre coup. Cet homme, qui qu'il soit pour nous, ressemblait plus à de la famille en 30 secondes que mon père en 4 ans. Marcus a demandé, tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, ça va. Mon père l'a regardé, puis m'a regardé. C'est son père? Le culot de cette question m'a presque fait tomber. Non, j'ai dit. C'est un homme qui sait être présent. Mon père a fermé les yeux une seconde. Quand il les a rouverts, ils étaient humides. Je ne l'avais jamais vu pleurer de ma vie. Pas à l'enterrement de ma mère. Jamais pour rien. Il a dit, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Je veux juste une chance de faire mieux. J'aurais pu claquer la porte. J'aurais pu lui dire de ne jamais revenir. Une partie de moi le voulait. Mais une autre partie de moi comprenait quelque chose d'important. La vraie vengeance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle consiste à faire en sorte que quelqu'un se tienne sur le seuil de la vie qu'il aurait pu avoir et à lui dire qu'il n'a pas le droit d'y entrer. Alors j'ai dit, si tu veux une chance d'être dans la vie de Ren, cela se fera selon mes conditions. Pas parce que tu le veux, pas parce que tu te sens mal, et certainement pas parce que tu es seul. Il a hoché la tête trop vite, comme un homme désespéré qui s'agrippe à une corde. J'ai levé la main. N'accepte pas avant d'avoir entendu. Tu iras en thérapie régulièrement. Pas une fois, pas jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Assez longtemps pour comprendre ce que tu as fait et pourquoi. Tu ne diras pas à Ren que tu l'aimes tant qu'elle ne sera pas à l'aise avec toi. Tu n'as pas le droit de déverser tes émotions sur un enfant parce que tu te sens coupable. Tu n'achèteras pas son affection avec des cadeaux. Tu te présenteras quand je le dirai et comme je le dirai. Et si tu manques de respect à mes limites une seule fois, c'est terminé. Il a écouté comme si chaque phrase lui coûtait.
Bien, ai-je pensé à nouveau. C'est normal. Puis j'ai dit la chose qui a finalement donné tout son sens à cette rencontre. Tu ne me demandes pas une seconde chance d'être un grand-père. Tu n'as jamais eu la première chance parce que tu y as renoncé. Ce que tu demandes maintenant, c'est la chance de passer une audition pour un rôle que tu as déjà échoué. Il est resté là, sans voix. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait pas de défense intelligente, pas d'autorité paternelle, pas d'enfant prodige derrière qui se cachait. Juste la vérité. Marcus a reculé et Ren l'a appelé de l'intérieur, demandant où étaient les fraises. Il lui a répondu doucement, « J'arrive, ma puce. » Mon père a entendu ça aussi. Il a entendu un autre homme être nécessaire à l'intérieur d'un foyer qui aurait dû l'inclure autrefois. Je l'ai laissé porter ça. Puis j'ai dit, je t'enverrai un texto si je décide qu'il y a une prochaine étape. Ne reviens pas sans y être invité. Et j'ai fermé la porte. Pas fort, pas de manière théâtrale, juste assez fermement pour qu'il puisse sentir exactement ce que cela signifiait. De l'autre côté de cette porte se tenait la conséquence de chaque choix qu'il avait fait. De ce côté se tenait la vie que j'avais construite sans lui. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 4 ans. Marcus m'a regardé et a demandé, « Ça va ?» J'ai dit, « Mieux que bien. » Parce que c'était le cas. Pour une fois, je n'avais pas supplié d'être choisi. J'avais été celle qui tenait la ligne. 3 jours plus tard, après avoir eu assez de recul pour penser clairement et non plus seulement sous le coup de la colère, j'ai envoyé un message à mon père. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas cruel. C'était précis. Je lui ai dit que s'il voulait vraiment un chemin pour connaître Ren, cela commencerait par la responsabilité, pas par l'accès. J'ai écrit qu'il devait commencer une thérapie et la poursuivre. J'ai écrit que j'attendais des excuses écrites, pas des excuses pleines de vagues regrets, mais des excuses qui nommaient ce qu'il avait fait. J'ai écrit que Ren ne lui devait ni reconnaissance, ni affection, ni le titre de grand-père simplement parce qu'il partageait du sang avec elle. Et j'ai écrit que s'il essayait un jour de me culpabiliser, de me mettre la pression ou de monter d'autres membres de la famille contre moi, tout contact cesserait immédiatement. Il a répondu 2 heures plus tard avec une seule phrase. Je comprends. Je n'y ai pas cru au début. Les gens comme mon père sont souvent désolés des conséquences bien avant d'être désolés du mal qu'ils ont fait. Mais 2 semaines plus tard, il a envoyé la preuve d'un rendez-vous chez un thérapeute que je n'avais pas demandé à voir. 1 mois après, il m'a envoyé une lettre. Je me suis assise à la table de la cuisine après que Ren se soit endormi et j'ai lu chaque ligne lentement. Il écrivait qu'il avait passé des années à confondre Nathalie s'en chargera avec Nathalie n'a pas besoin de moi. Il écrivait qu'après la mort de ma mère, il avait reporté toute son attention sur Cassidy parce qu'elle réclamait bruyamment son attention alors que j'avais toujours été l'enfant qui survivait au silence. Il a admis qu'il avait récompensé ma force en me négligeant. Il a admis que le jour de la naissance de Ren, il n'avait pas choisi la fête parce qu'elle était plus importante. Il l'avait choisie parce que c'était plus facile. Plus facile que d'affronter ma peur, plus facile que d'être présent face à la douleur, plus facile que d'être le père que je méritais. J'ai pleuré en arrivant à cette partie. Non pas parce que cela réparait quoi que ce soit. Ça ne le faisait pas. Mais parce que c'était la première chose honnête qu'il m'ait jamais donnée. Je n'ai pas précipité les choses. C'était important. Les femmes sont entraînées à confondre l'empathie avec l'obligation. J'en avais fini avec ça. Pendant 3 mois, j'ai maintenu tous les contacts entre lui et nous de manière indirecte. Il appelait 1 fois par semaine à l'heure exacte que j'autorisais. Il demandait comment allait Ren sans essayer de revendiquer une proximité qu'il n'avait pas méritée. Il se souvenait des détails. Sa couleur préférée était passée du jaune au vert. Elle apprenait les sons des lettres. Elle détestait les petits pois et adorait les dinosaures. Lentement, à contre-cœur, j'ai commencé à croire que la thérapie n'était pas juste une performance pour lui. Cassidy, en revanche, est restée exactement celle qu'elle avait toujours été. Quand elle m'a finalement appelé, ce n'était pas pour demander ce dont Ren avait besoin ou comment j'avais survécu à ces années. C'était pour dire, papa est malheureux. Tu n'es pas un peu dur? J'ai ri, parce que certaines personnes pensent vraiment que les limites sont de la cruauté quand elles cessent de bénéficier de votre manque de limites. Je lui ai dit, je ne lui rends pas la vie difficile. Je refuse simplement de rendre ses choix faciles. Elle a dit, il a pris une mauvaise décision.
Une seule. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. Non, il a pris la même décision pendant des années. Il a juste fini par manquer d'occasion de le cacher. Elle m'a raccroché au nez. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Quand le printemps est arrivé, j'ai accepté de laisser mon père rencontrer Ren dans un lieu public pendant 30 minutes. Un parc, terrain neutre, pas de surprise, pas de cadeau. Il est arrivé en avance et les mains vides, ce que j'ai noté. Ren m'a tenu la main tout le long du trajet de la voiture jusqu'au banc où il attendait. Il avait l'air plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Voici Ren, j'ai dit. Elle a levé les yeux vers lui et a dit, salut. Il s'est un peu accroupi pour être plus près de sa hauteur et a dit, salut, Ren. Je suis heureux de te rencontrer. Pav, je suis ton grand-père. Pav, viens ici me faire un câlin. Juste heureux de te rencontrer. Bien. Je me suis dit qu'il apprenait. La visite était gênante. Bien sûr qu'elle l'était. Ren parlait surtout à moi et à Marcus, qui était venu parce qu'il n'y avait aucun univers dans lequel j'aurais mis mon enfant dans une situation émotionnellement chargée sans les personnes en qui elle avait le plus confiance à proximité. Mon père lui a demandé quel livre elle aimait. Elle a répondu par des mots uniques. Il n'a pas insisté. Quand les 30 minutes se sont écoulées, elle a fait un signe de la main poliment et a demandé si nous pouvions aller chercher une glace. Dans la voiture, elle a dit, ton ami est timide. J'ai dû tourner mon visage vers la fenêtre pour qu'elle ne me voie pas sourire. Avec le temps, d'autres visites ont eu lieu. Pas beaucoup, pas rapidement. Il a continué à se présenter. Ça comptait. La première fois qu'il en a manqué une à cause du trafic, il a appelé à l'avance au lieu de supposer que je comprendrais. La croissance peut paraître très peu glamour. Parfois, elle ressemble à un homme qui apprend que le temps des autres compte autant que le sien. Pour le 5e anniversaire de Ren, je l'ai invité à une petite fête dans notre appartement. Non pas parce qu'il avait mérité une rédemption complète. Je ne crois pas aux gommes magiques pour la trahison. Je l'ai invité parce qu'il avait fait assez de travail pour se tenir tranquillement au bord de sa joie sans essayer de se l'approprier. Il est arrivé avec un livre sur les oiseaux parce qu'il se souvenait qu'elle aimait le parc. Elle l'a accepté, a dit merci, et est partie en courant pour montrer à Marcus le papier cadeau parce qu'il y avait des renards dessus. Mon père est resté là, tenant le ruban vide dans sa main pendant qu'un autre homme se faisait appeler de l'autre bout de la pièce, et je l'ai regardé absorber cette réalité. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas boudé. Il a aidé à remplir les boîtes de jus. Il a ramassé les serviettes tombées. Il est resté jusqu'à la fin et a ensuite demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait nettoyer. Après que tout le monde soit parti et que Ren dorme, il s'est tenu dans ma cuisine et a dit doucement, « Tu as fait ce que je n'ai jamais fait. Tu as construit un foyer sûr. Tu l'as protégé. Tu t'es protégé toi-même. » Je l'ai regardé longuement puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas du pardon. C'était de la reconnaissance. Parfois, c'est le seul pont honnête disponible. Voici la partie que je veux que quiconque écoutant cette histoire retienne. La famille n'est pas prouvée par des titres. Elle est prouvée par la présence, par ceux qui se présentent quand les choses sont difficiles, pas quand les photos sont mignonnes. Un enfant se souvient de qui l'a fait se sentir en sécurité bien avant de comprendre la biologie. Et les femmes en particulier ont besoin d'entendre ceci. Fixer des limites n'est pas de l'amertume. Ce n'est pas de la mesquinerie. Ce n'est pas de la vengeance dans un sens laid et petit. C'est ainsi que vous empêchez la douleur de devenir un héritage. J'aurais pu laisser mon père revenir parce qu'il était seul. J'aurais pu laisser la culpabilité réécrire l'histoire pour nous deux. J'aurais pu lui tendre Ren et prétendre que le temps avait guéri ce que la responsabilité n'avait jamais touché. Mais les enfants paient pour le confort des adultes qui refusent la vérité. Je n'étais pas prête à laisser ma fille apprendre que l'amour signifie accepter des miettes de la part de personnes qui vous abandonnent alors qu'elles avaient la chance de faire un meilleur choix. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous vous êtes déjà tenu dans une chambre d'hôpital en vous sentant plus petite que votre douleur parce que les personnes qui auraient dû venir ne sont pas venues, je veux que vous sachiez ceci. Leur absence n'était pas la preuve que vous n'étiez pas digne. C'était la preuve qu'ils ont échoué à un moment qu'ils auraient dû honorer. Ne construisez pas votre estime de soi autour des limites émotionnelles de quelqu'un d'autre. N'apprenez pas à vos enfants que l'accès à eux est automatique. L'amour est un privilège. La confiance se mérite.
Et être parent d'un enfant peut vous introduire dans sa vie, mais seule une attention constante vous y donne une place. Mon père voit encore Reine parfois. Cassidy est toujours principalement une étrangère. Marcus est toujours la personne vers qui Reine court en premier quand elle veut de l'aide pour ouvrir une brique de jus ou trouver ses chaussures. Rien de tout cela n'est accidentel. C'est le résultat naturel de qui est resté et de qui ne l'est pas. Et si mon père porte des regrets maintenant, il le devrait. Le regret est le loyer que l'on paie pour l'amour que l'on a traité comme facultatif, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus compter dessus. J'ai élevé ma fille seule pendant des années après qu'il nous a laissés à cet hôpital pour une fête au bord de la piscine. Il est revenu supplier plus tard. Mais à ce moment-là, je ne demandais plus à personne de me choisir. Je m'étais déjà choisi moi-même et, plus important encore, je l'avais choisie, elle. Et cela a fait toute la différence.